Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, l'opposant Cheikh Bamba Dièye, patron du parti politique FSD/BJ, ancien ministre, ancien maire de Saint-Louis, il est l'invité de Mamoudou Ibra Kane. Beaucoup de questions, le débat sur l'accord gazier entre Dakar et Nouakchott, la pêche, le Sénégal et ses voisins, les rapports d'Amnesty International, de Transparency International, le Doing Business, le procès Khalifa Sall, le processus électoral pour l'élection présidentielle de 2019, la problématique de l'eau, les accidents de la route et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission via les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Cheikh Bamba Dièye face à Mamoudou Ibra Kane, le Grand Jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous recevons Cheikh Bamba Dièye. Bonjour. Bonjour Mamadou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le leader du FSD/BJ, opposition, député à l'Assemblée nationale, ancien maire de Saint-Louis et ancien ministre. Mais avant d'aller plus loin et à la suite d'Alassane Samba Diop, nous présentons nos condoléances aux familles respectives de Mamadou Bakary Traoré et Amadou Mbaye-Loum, arrachés à notre affection cette semaine. Deux grands journalistes qui ont exercé leur métier avec talent, le tout dans l'humilité et l'éthique, éthique de conviction et éthique de responsabilité. Qu'Allah les accueille au paradis. Un mot sur ces deux confrères, ces deux grands journalistes. Oui, je voudrais, Mamadou, si vous me le permettez, saluer l'ensemble de vos auditeurs et me souvenir quand j'étais à l'école primaire. Je crois qu'il y avait un président de la République de France qui venait à Saint-Louis. On nous avait amenés, comme font les enfants, à la rue pour applaudir le président. C'était la première fois que je voyais de manière directe Amadou Mbaye-Loum. L'image que j'en retiens, vous savez, un enfant, cette image lui reste dans la tête. C'était un homme très élégant, au discours qui était en français limpide. Et tout au long de son cursus au niveau de la télévision, j'ai vu quelqu'un de très professionnel et de très serviable. Je pense que le Sénégal a perdu avec Traoré un des plus grands journalistes. Et je crois qu'il est bon pour que tous nous en souvenons que ce jour-là arrivera et qu'il est important pendant qu'on y est et que pendant qu'on fasse comme ils ont fait et qu'Allah les accueille dans son paradis. Amin. Il n'y a pas plus grand péril pour un peuple que d'être managé par de mauvais dirigeants, plus préoccupés à contenter les puissants du dehors afin d'avoir la permission de martyriser leur opposition. Ces acteurs économiques, les forces vives de son pays, l'état de droit, la démocratie et les libertés, tels sont vos propos vis-à-vis du régime actuel, propos qui n'ont pas échappé à notre digital manager et qui résument vos récentes interventions sur la toile. Vous êtes très actif sur Internet. Les internautes, justement, ont été nombreux à vous poser des questions à travers ma page Facebook ou le hashtag Grand Jury RFM ou encore notre application GFM et vous. Cheikh Bamba Dièye, première question. Dans un an, jour pour jour, va se tenir l'élection présidentielle qui sera marquée par la remise en jeu du mandat du président Macky Sall. Votre ambition d'opposant est de réaliser une nouvelle alternance alors que le chef de l'État veut rempiler pour un second mandat. Top chrono, comme on dit. Êtes-vous prêt? Oui, on l'est absolument. Et vous êtes candidat? Pour l'instant, je pense que je peux dire oui, je peux être candidat. Oui, j'ai envie d'être candidat. Oui, j'ai les moyens d'être candidat. Mais vous le savez très bien, je suis dépendant d'un parti politique qui s'appelle le FSD/BJ. À temps et en heure, on regardera et on verra selon les directives et selon la vision du parti. On fera ce qu'il faudra pour le pays. En tout état de cause, je crois que je l'ai déjà fait une fois. Je suis à même de le faire parce que je pense que je suis plus carapacé aujourd'hui. Et je connais mieux ce pays, j'ai eu d'importantes responsabilités dans ce pays, mais le plus important, c'est la contribution. C'est ce qu'on peut apporter pour améliorer notre pays. Et toutes nos formations politiques l'ont été pour pouvoir contribuer à ce développement. Quand vous dites oui, je suis prêt, cela renvoie à quoi? Cela renvoie à un an de cette élection présidentielle, élection majeure.
Cela renvoie à ce que toutes les conditionnalités pour faire de quelqu'un un candidat sont réunies de mon côté. Et l'autre question, c'est, je suis dépendant d'une formation politique et à temps et à heure. Je crois que nous déterminons nous-mêmes notre calendrier, nous nous positionnerons concrètement et en fonction de la perception que nous avons et des lectures que nous aurons à faire du schéma politique qui est devant nous. Plusieurs leaders de votre coalition Manko Tahaou Sénégal se sont exprimés sur la question de la candidature. D'ailleurs, on a entendu Idrissa Seck, Malick Gakou et bien d'autres dire que la meilleure stratégie pour l'opposition, en tout cas pour votre coalition, c'est d'avoir une pluralité de candidatures. Vous y souscrivez? Oui, je le pense. Je le pense d'autant plus qu'en plus de ce qui s'est dit, la coalition Manko, de manière implicite, a décidé que pour ce qui est de l'annonce des candidatures flamboyantes à gauche et à droite, il y a des questions préjudicielles qui sont là sur place. Il y a éminemment des dispositions sur lesquelles nous devons nous entendre. Nous sommes une coalition qui a été durement touchée avant les législatives et après les législatives. Dans la gestion du processus électoral, dans les libertés qui sont offertes aux candidats, nous pensons que si nous devrons aller vers une compétition majeure comme l'élection présidentielle, il y a des préalables. Les préalables, c'est quoi? Si le besoin est nécessairement d'offrir aux Sénégalais la meilleure candidature, de leur offrir des possibilités de sortir du sous-développement, de sortir des ruptures non assumées et non encore réalisées, je pense qu'il est extrêmement important que le dispositif électoral sénégalais soit au point pour permettre aux citoyens de faire son choix. Mais vous dites une coalition durement touchée. Ben oui, durement touchée. Que voulez-vous dire? Parce que je dis simplement que pour la première fois, nous avons vu un candidat inscrit sur une liste électorale qui s'est vu refuser le droit d'exercer son droit de candidat puisque le Conseil constitutionnel l'a accepté comme candidature et il y a eu des jurisprudences en la matière. Le cas Khalifa Sall est là et il y a beaucoup d'autres cas qui sont patents et qui prouvent à suffisance pour ceux qui en doutent que le système électoral sénégalais est défaillant parce que simplement le président de la République Macky Sall décide de se choisir lui-même ses candidats et de complètement déstabiliser le processus qui a été stabilisé depuis très longtemps. Le processus, nous en parlerons, mais quand vous dites vous êtes candidat, que l'opposition que vous incarnez ambitionne de réaliser l'alternance en 2019, les Sénégalais vous attendent sur votre offre politique. Quel est le projet de société de cette opposition face au plan Sénégal émergent? Vous savez, d'abord, du président Macky Sall. Le plan Sénégal émergent est une hérésie en matière de développement. Donc, on ne peut pas opposer le plan Sénégal émergent à un programme de l'opposition. Un plan plébiscité par les partenaires. Vous savez, depuis que le Sénégal est Sénégal, Mamadou, depuis 1960, vous n'avez jamais vu les institutions internationales rejeter un programme ou un plan de développement émanant d'un État, parce qu'il s'agit des questions de souveraineté. Deuxièmement, mais n'a-t-il pas le mérite d'exister? La question n'est pas là. On a des envies, on a des préoccupations, on a des priorités. L'existence de cela n'est pas nécessairement la clé de sésame ou pour ouvrir tout. La question fondamentale, pour revenir à votre question, c'est si oui ou non on a un programme à opposer au plan Sénégal émergent. Je vous réponds en vous disant que je refuse cette opposition-là parce que le programme Sénégal émergent est une hérésie en matière de développement. Ce n'est pas acceptable qu'on puisse demander à un Sénégalais responsable, à des acteurs politiques responsables, d'opposer une idée de développement à ce programme qui n'est rien d'autre qu'une stratégie électoraliste. Qu'est-ce qui n'est pas une hérésie? C'est aujourd'hui l'image de tout ce que nous avions combattu en 2012. Je rappellerai cela parce que simplement j'ai l'intime conviction que sur ce pourquoi nous nous étions engagés, le peuple des assises s'entend. Ce sur quoi nous nous étions engagés pour asseoir la rupture, pour faire le développement, pour équilibrer le système, asseoir la transparence, l'équité, la reddition des comptes. Et je reprends mot pour mot les propos du président de la République Macky Sall. Et de ce point de vue-là, si nous n'avons pas ce que nous voulons, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes presque à l'orée ou au début de 2012. Donc ce qu'il faut faire, c'est des corrections, parce qu'on s'est embarqué dans une situation qui ne nous a pas apporté de résultats, concrètement. Maintenant, une opposition qui a l'avantage aujourd'hui de compter en son sein des anciens ministres, des anciens maires, des députés, des premiers ministres, et donc
du point de vue du nombre et de la qualité du personnel politique, on ne peut pas faire l'injure à cette opposition de manquer de vision, de manquer de connaissance de l'État, encore moins d'être insuffisant ou incapable de proposer quelque chose pour le développement du pays. Oui, sauf que vous nous renvoyez aux critiques que vous formulez contre la gestion actuelle et non à l'offre politique que vous mettez sur la table. Mamadou, c'est vous qui m'amenez à me positionner de la sorte. Mais si la question était directement, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui en matière de développement? Sur quoi pensez-vous qu'il faudra articuler? Oui, la réponse viendrait tout de suite. Je vous tends la perche. Je la saisis au rebond. Et je dis simplement que la priorité pour le Sénégal, c'est d'abord deux choses. La requalification du citoyen sénégalais. Parce que la citoyenneté n'est pas innée. On le construit dans l'homme. On le prépare. Cela s'entend repenser notre système éducatif, le réorganiser et faire en sorte que la stabilité et l'état de droit, l'existence d'un État fort, d'une République présente, soit une réalité. Je pense, si vous voyez, si vous n'avez qu'à sortir, vous faites 10 mètres hors de chez vous, vous vous rendrez compte de l'état de délabrement de notre pays. Les citoyens, par déficit d'encadrement, par déficit de présence de l'État. Et quand je prends présence de l'État, moi je pense d'abord à des forces de police en présence. Parce que la citoyenneté, l'effectivité de la vie en public, les relations entre les uns et les autres, c'est la justice, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ce sont ces éléments-là, non pas dans l'esprit répressif, mais dans un esprit d'éducation et de formation qui formatent un commun vouloir vivre ensemble. De ce point de vue-là, je pense que si on règle cette question liée à la question de l'éducation, en reprenant notre système de santé, je pense qu'on parle alors en ce moment-là, pour avoir préparé les hommes, leur donner les moyens de formation et ensuite assurer leur santé, on peut ensuite engager les processus de développement qui iront d'abord vers l'habitat. Vous me parlez tantôt de plan Sénégal émergent, je dis le terre, on dit aujourd'hui que ça va nous coûter plus de 1000 milliards. Combien pourrons-nous avoir de logements sociaux avec 1000 milliards? Combien pourrons-nous avoir d'hôpitaux avec 1000 milliards? Le chiffre officiel qu'on a vu, c'est 568 milliards de francs CFA. À l'Assemblée nationale, on est déjà à 800 et quelques. Et on n'est pas arrivé à Diamniadio. Et de ce point de vue-là, pourquoi je vous dis que c'est une hérésie? Parce que ce qui fait la qualité d'un programme de développement, qui est là pour aider et rompre avec les déséquilibres, propulser le développement, renforcer les capitaines d'industrie, créer de l'emploi, c'est d'abord, lorsque le projet est en place, sa pertinence est évidente. Son efficience par rapport à nos priorités est évidente. Et ensuite, en termes de transfert de technologie, si on fait apport à une technologie étrangère, elle est évidente. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est fait en matière de développement, stampillé PSE, c'est la plupart du temps des entreprises étrangères qui prennent en charge l'essentiel de ce qui s'est fait, zéro transfert de technologie. Et lorsque vous regardez les coûts par rapport à des projets similaires dans d'autres pays, les coûts sont exorbitants. On passe du simple au triple, voire au quadruple. Et de ce point de vue-là, permettez-moi simplement de rejeter cela comme étant... Ces entreprises étrangères auxquelles vous faites allusion, vous allez les dégager? Non, pas du tout. Oui. Il est impossible de penser le développement d'un pays sans l'apport de la technologie étrangère, sans l'apport de l'expertise étrangère. Qu'est-ce qui vous gêne? Ce qui nous gêne, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, sur des compétences équivalentes, et lorsque la potentialité ou l'existant est là, lorsqu'il y a des embryons, la nécessité pour un pouvoir public, c'est quoi? C'est non seulement de forcer les entreprises étrangères à travailler avec les majeures sénégalaises, et ensuite de faire en sorte de s'assurer l'effectivité du transfert de technologie. Est-ce que vous avez la conviction que le privé sénégalais, il existe, qu'il est solide? Il existe, il est solide. Qu'il y a des champions. Je vous donne un exemple précis. Oui. Je prends un cas, je ne le connais pas très bien, je prends le cas de Babacar Ngom Sedima. Est-ce qu'on peut aujourd'hui légitimement dire que ce monsieur n'est pas capable, sur le plan de la volaille, de faire des bonds en avant pour le Sénégal et d'aller où, en plus de ce qu'il fait pour le Sénégal, de capter des marchés étrangers? C'est un exemple parmi tant d'autres. Je reviens encore sur un autre exemple. L'État du Sénégal va acheter 1000 tracteurs, par exemple, ou plus de 1000 tracteurs au Brésil. Vous imaginez ce que ça veut dire, le nombre de 1000 tracteurs? Je pense que ce qui aurait été intéressant, c'est demander à l'entreprise de venir installer ou de faire le montage sur place et de travailler avec, en joint venture avec des Sénégalais. Vous savez, lorsqu'il n'y a pas d'embryon industriel, supposons qu'il n'existe rien dans notre pays, la mission du pouvoir public, c'est non seulement de voir des potentialités, de voir des individus qui ont le background, qui ont le cursus, de les aider, parce qu'un privé national
est à tout point de vue meilleur et à tout point de vue plus sécurisant que d'avoir nécessairement à recourir à une expertise étrangère. Cher Bamba Dièye, invité du grand jury de la RFM, des questions qui vous sont posées par les internautes. D'abord, Lamine Sambou, et c'est des questions qui provoquent, et c'est bien d'ailleurs. N'est-il pas un parti Yobalema, comme beaucoup le sont aujourd'hui? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour soutenir Khalifa Sall? N'est-ce pas à cause de lui que vous êtes aujourd'hui député? Mbach Mapate, quelles sont vos ambitions pour les élections de 2019? Irez-vous seul ou en coalition avec l'opposition? Vous y avez presque répondu. Modou Fallou John, Bamba Dièye est-il prêt à se ranger derrière Idrissa Seck pour porter la coalition Manko Tahaou Sénégal à la magistrature suprême? Et puis, Seydou Niane, quel est votre poids au niveau national? Mais en réalité, je pense que je vais essayer de résumer tout cela pour dire simplement que nous sommes entrés en politique parce que nous avons eu l'intime conviction que nous sommes porteurs d'une offre politique différente et que nous avons la capacité de faire avancer ce pays. Et depuis aussi longtemps qu'on a été en politique, nous faisons partie de ces rares dans cet espace-là à être constants, à garder une ligne et à ne jamais être en retard de mutation. Et surtout l'ensemble des questions de fond, fondamentales qui ont intéressé le pays, nous avons toujours répondu présent. Deuxièmement, sur ce pays aujourd'hui, la réalité du moment. Cheikh Blaye me disait que faire de la politique, c'est intenter des actions positives au profit du plus grand nombre. Il disait que quand vous le faites, celui qui est avec vous va en profiter, votre adversaire politique en profite et l'indifférent, celui qui n'est pas syndiqué politiquement, doit pouvoir en profiter. Et c'est comme cela que nous entendons notre action politique. L'action que je mène en direction de Khalifa Sall, je le mènerai pour n'importe qui d'autre. Je l'ai mené pour Macky Sall. Les Sénégalais sont oublieux. Quand il a été victime à l'Assemblée nationale, la même démarche que j'ai eue exactement aujourd'hui vis-à-vis de Khalifa Sall, je l'avais pour Macky Sall. Et pourtant, je ne suis pas membre de l'APR. Je n'ai pas été avec lui à la première phase de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Khalifa Sall est victime d'une injustice. C'est un acteur politique, c'est un ami. Même si nous ne sommes pas du même parti et je ne suis pas membre du Parti Socialiste, je ne risque pas de le devenir. J'ai eu une formation politique et je suis très fier de diriger cette formation politique. Donc, ni derrière Khalifa Sall, ni derrière Idrissa Seck, ni derrière quiconque. La question n'est pas caricaturale à ce point. Ouais. Parce que nous avons été capables plusieurs fois d'être dans des coalitions. Donc, c'est quelque chose qui est assez ouvert à ce niveau-là. Ce sur quoi je voudrais insister, l'élection présidentielle à venir est capital pour le pays, compte tenu de l'ensemble des dérives que nous avons pu observer, aussi bien au niveau du référendum qu'au niveau des législatives. Et je pense que si nous voulons offrir au Sénégal une certaine forme de stabilité, pour moi, il y a des préalables. Les préalables, ce n'est pas nécessairement de me ranger derrière X ou Y. Les préalables, pour moi, c'est un accord sur le mode de gouvernement, sur comment nous devrons gérer ce pays et quels sont les acquis nécessaires sur lesquels on ne reviendra pas. Vous êtes pour un accord de gouvernement au niveau de votre coalition aujourd'hui? La question pour moi n'est pas nécessairement au niveau de ma coalition. Je vous dis que la coalition Manko Tahaou Sénégal, pour en parler, est une coalition pour les législatives, était une coalition pour les législatives. Oui. Il n'est pas encore à l'actualité à l'intérieur de Manko d'un débat sur la présidentielle. Et je vous le disais tantôt, d'accord implicite, qui voudrait que lorsque nous avions un parmi nous qui pouvait devenir candidat à l'élection présidentielle, qui est victime d'une injustice, par solidarité et par action, nous mobilisons notre énergie autour du combat pour la libération de Khalifa Sall. Parce que ce sur quoi il est accusé, ce n'est que pure injustice. Et de ce point de vue-là, faire prédominer le combat par rapport à la présidentielle qui va être candidat ou qui ne va pas être candidat, quelque part, nous savons tous que toutes nos formations politiques ont déjà pris une décision concernant la présidentielle. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, ce n'est absolument pas faire le jeu de Macky Sall. Je crois qu'il y a une séquence temporelle à respecter. C'est-à-dire faire le jeu de Macky Sall, c'est quoi? C'est trop se lancer de manière purement déclarative par rapport aux élections, au point de donner l'illusion de croire qu'on a enterré quelqu'un, alors que nous sommes engagés et nous sommes dynamiques dans le processus de bataille. Vous avez le sentiment que certaines déclarations font comme si Khalifa Sall était écarté de la course? Non, je dis simplement qu'il faut éviter d'avoir des comportements ou des déclarations
qui pourrait être interprété comme cela. Et je pense que ceci est de bonne guerre, puisque le pouvoir en place aura d'autant plus de facilité de liquider un adversaire politique si nous qui sommes ses amis, ses alliés, nous faisons comme si ce problème n'existait pas. Est-ce que vous faites allusion à votre homonyme, Bamba Fall, maire de Médina, qui est un des soutiens de Khalifa Sall, qui a eu à dire qu'il est prêt à travailler pour le pays, même à travailler avec le président de la République? Non, absolument pas. Je ne pense pas que Bamba soit dans cette dynamique. Je crois plutôt sa déclaration que j'ai entendue qui disait qu'il est encore avec Khalifa Sall et qu'il travaillera aux côtés de Khalifa Sall et qu'il reste socialiste. Mais cela, Mamoudou, nous comprendrons que c'est une affaire socialiste et en ce qui me concerne, ça ne me regarde pas. Vous êtes le leader du FSD/BJ, vous êtes presque candidat à l'élection présidentielle de 2019. Un bon leader doit toujours être prêt. Alors, mais cher Bamba Dièye, élu président, quelles seraient les décisions majeures que vous allez prendre au plan institutionnel? On sait qu'il y a les élections locales qui sont prévues aussi en 2019. On n'en parle pas beaucoup. Oui, l'Assemblée nationale, les autres institutions. Quelles seraient vos décisions majeures? Vous savez, aujourd'hui, sur ces questions-là, parce que c'est sur ces questions-là que je vais répondre, puisque vous m'interpellez là-dessus, j'estime que l'une des premières mesures à faire, de mon point de vue, c'est de supprimer le HCCT, de supprimer le Conseil économique et social, parce que nous avons compris qu'en réalité, que ce ne sont que des réservoirs de transhumants. Et en d'autres termes, ce que nous perdons, en termes de 8 milliards ici, 5 ou je ne sais pas combien de milliards à l'autre, si vous les agglutinez, vous vous rendez compte qu'il y a énormément d'urgences ailleurs à régler. Et la politique, ce n'est pas le fait de réserver des cases dorées à ceux-là qui peuvent vous apporter un soutien quel que soit. Il faudrait que nous essayions ensemble de faire grandir notre pays, de le faire avancer. Sur ces institutions, c'est ça la première question. Sur l'Assemblée nationale... Oui, le HCCT que dirige Ousmane Tanor Dieng est une institution récente, mais le Conseil économique, social et puis après environnemental, quand même date de très longtemps, depuis l'indépendance du Sénégal. Mais vous voulez vraiment supprimer cette institution? Je vais vous dire pourquoi je veux le supprimer, cette institution. Ce n'est pas de la démagogie, non, absolument pas. Si vous m'écoutez, vous vous rendrez compte que j'ai totalement raison. Oui. Vous savez, le principe, c'est quoi? C'est conseiller le gouvernement en termes d'économie, de prospective et en termes aussi de comment juguler le soubresaut à l'échelle de la société et les problèmes environnementaux que nous pouvons avoir. Dans l'étymologie, c'est pour la réflexion. Alors je dis que qu'est-ce qui est meilleur pour atteindre le même objectif? En lieu et place du Conseil économique, social et environnemental, moi je mettrais en place un centre de hautes études stratégiques pour réfléchir sur des questions d'intelligence économique, pour réfléchir sur des questions de développement, pour réfléchir sur des questions d'harmonisation de notre cadre de vie par rapport à la réalité du changement climatique et des questions liées à l'environnement. Le fond, c'est quoi? Je vais faire en sorte que la direction va assumer par un Sénégalais à l'expertise internationale reconnue. Et il y aura énormément de dossiers sur l'économie, sur l'agriculture, sur l'emploi, sur le transport, etc., etc. Et en fonction de chacun de ces éléments-là, on va faire un agrégat, trouver un expert averti, adjoindre deux choses: un ensemble d'experts confirmés qui, dans les universités ou ailleurs, et des praticiens du secteur déterminé. Par exemple, si vous prenez le cas de la décentralisation, vous prendrez les experts de la décentralisation avec des maires avérés. Et ensemble, vous leur demandez de réfléchir sur la question. Ça coûterait moins. Vous aurez l'avantage non seulement de prendre la crème, et vous aurez un résultat meilleur, et l'ensemble des autres secteurs de la vie nationale seront intéressés à regarder les rapports. Une idée concrète. Et de ce point de vue-là, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Très bien. Une idée concrète. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais c'est une idée concrète. Alors, le HCCT, c'est une des conclusions des assises nationales. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour la bonne et simple raison aujourd'hui. La réalité de la décentralisation, c'est que l'ensemble des maires et des élus locaux vous disent que l'État du Sénégal a donné des compétences transférées sans y mettre les moyens. On parle de territorialisation des politiques publiques. Je fais partie de ceux qui ont porté ce combat au début, puisque j'ai été le premier ministre de l'aménagement du territoire et des collectivités locales. L'acte 3, dans ses débuts, j'y ai participé, j'ai moi-même qui ai écrit les termes de référence.
Et de ce point de vue-là, je dis que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas d'agglutiner des élus locaux, quelque part pour une réflexion soporifique, extravertie et complètement déconnectée de la réalité. Ce qu'il faut, 8 milliards pour le Haut Conseil des collectivités locales. Vous les diviserez en des lots de 500 millions, ça vous ferait 16 lots. Et si chaque année, vous donnez à chaque commune du Sénégal 500 millions de francs, vous changez radicalement l'investissement au niveau de ces communes. Il faut être pragmatique, Mamadou. Si nous sommes en politique, ce n'est pas nécessairement pour trouver des places et des sinécures avec des fonds politiques, tout ce qui se trouve, alors que l'impact réel sur le sujet qui nous préoccupe, qu'est la décentralisation. Et vous le savez très bien, on ne fait de la décentralisation qu'avec des moyens. On ne fera de la territorialisation des politiques publiques que si les ressources de la République sont disponibles à l'échelle des territoires. Et c'est ça la réalité, on ne l'a pas encore. Et vis-à-vis de l'Assemblée nationale, vous étiez en train d'en parler, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de l'Assemblée nationale actuelle ou de la législature actuelle? Si on me suit, moi, oui. Je ferai d'abord diminuer le nombre des députés. Pour une raison simple, je donne un exemple. On est à 165. On est à 160. Aux États-Unis, ils sont à 565 ou quelque chose comme cela. Si je ne me trompe pas, il y a 100 sénateurs et 400 et quelques 535 de manière générale. J'ai fait le calcul. Au rapport par rapport à la population américaine, vous avez un élu pour 570 000 Américains. Alors qu'au Sénégal, nous sommes à un élu pour 70 000. Donc le nombre pléthorique ne signifie pas absolument la qualité de la représentation. Et lorsque la politique s'entend bien comme étant un sacerdoce, l'effort qu'il faut fournir pour améliorer son pays, aider son pays à avancer, se faire dans une dynamique de développement, alors nous devons avoir le courage de choisir les meilleurs au niveau de ces secteurs. Il n'y a aucun mal aujourd'hui à revenir à 100 députés, choisir des critères, y mettre des critères de performance. Je donne 2 exemples. Je propose, de mon point de vue, qu'il faudrait au moins une commission, pour tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme, etc., une commission d'évaluation qui permet, avant d'être candidat, d'être évalué pour pouvoir savoir si, oui ou non, on a l'aptitude de remplir cette fonction. Vous le vivez, je le vis, moi, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Nous savons que sur 165 députés, vous pouvez être sûr que vous ne sortirez pas 40 ou 50 qui seront capables de remplir leur mission. Concrètement, cette Assemblée, vous allez en faire quoi? Vous allez la dissoudre? Bien évidemment. Bien évidemment. Avec la contrainte, il faut qu'elle ait au moins 2 ans. Oui, mais on attendra les 2 ans. Oui. On a déjà connu ce phénomène-là en 2000. On s'est bien accommodé de la situation. Il y a eu des accords qui ont été faits. Et puis, voilà. À la fin, on est arrivé à date échue. Donc, ce qui est important, c'est le respect de la légalité. Et ensuite, faire en réalité, être dans une dynamique de développement qui nous permettra d'avoir les coups de franche pour faire ce qu'il nous faut. Le processus électoral, c'est un autre thème. L'audit du fichier, d'abord. Jugé fiable par des experts internationaux choisis suite à un appel d'offres international. Mais ça ne renseigne pas grand-chose sur le processus électoral. Vous l'aviez réclamé, non? Mais oui, mais en réalité, l'audit que nous réclamons est un audit global sur l'ensemble du processus électoral, y compris le fichier électoral. Si vous amenez des experts et qu'ils regardent un fichier, évidemment, un fichier informatique est ce qu'elle est. Vous allez y voir les omissions, les doublons, etc., etc. Ça se règle techniquement. Et c'est une bonne chose. Justement, est-ce que vous n'êtes pas dans vos propres contradictions? Tout à l'heure, vous disiez qu'on faisait la part belle aux entreprises étrangères, mais vous êtes allé chercher des experts internationaux pour faire ce travail, qui apparemment n'est pas compliqué. Hein? Qui a amené les experts et nous savons qu'il y a des Sénégalais, et ils nous écoutent, qui sont en mesure de faire ce travail. Vous êtes allé chercher des étrangers pour le faire. Mamoudou, il faudra bien parce que tout simplement, vous les jugez indépendants. Eh bien, qu'est-ce qui prouve leur indépendance même? C'est une question qu'il faut avoir le courage aussi de poser. Mais je suis d'accord avec vous. Mais il faudrait. Mais vous avez donné votre accord pour qu'on aille chercher des experts internationaux. Mamoudou, il faut qu'on se mette d'accord sur le vous. Parce que nous qui sommes de l'opposition de Manko Taha au Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, nous ne participons pas à la négociation et au dialogue, au supposé dialogue. Mais on ne vous a pas entendu dire, nous ne sommes pas d'accord. Si nous ne sommes pas dans un processus, comprenez que nous ne nous positionnons pas à l'intérieur de ce processus. Et pour vous dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai été ministre en charge de l'économie numérique. J'ai travaillé, c'est moi qui ai élaboré la stratégie nationale du développement du numérique. Donc, je connais le potentiel sénégalais
en matière de numérique, en matière d'informatique et en matière de tout ce qui tourne autour de cet écosystème. Vous confirmez ce que je viens de dire, qu'il y a des Sénégalais en mesure de le faire. Vous pouvez même pas imaginer le niveau de l'expertise sénégalaise à ce niveau. Et ce qui est dommage et frustrant, ce qu'on leur refuse dans ce pays, on le leur offre gratuitement ailleurs. Et c'est pas acceptable. Et ça repose en totale adéquation avec ce que j'ai dénoncé tantôt. Il y a des secteurs sur lesquels nous ne manquons pas de ressources humaines, nous ne manquons pas de moyens, nous ne manquons pas d'expertise. Mais bon Dieu de bon sang, pourquoi, lorsqu'il faut agir dans cette dynamique-là, reposons la question sur le fichier électoral. Oui, toujours est-il qu'ils l'ont jugé fiable. Ils l'ont jugé fiable. Revenons là-dessus, 52 milliards donnés à l'étranger. Il s'agissait simplement d'avoir de bons informaticiens, nous en avons, d'aller acheter du matériel, tout le monde est capable d'aller l'acheter, et on aurait pu garder cet argent-là en l'intérieur de notre pays. Mais ce procès-là, il faut le faire à l'autre côté. Mais pas seulement, est-ce que c'est toute la classe politique, parce qu'on connaît quand même l'histoire, et c'est toujours important d'interroger l'histoire. C'est-à-dire qu'on soit de l'opposition comme du pouvoir, on tient un discours de circonstance. On a connu l'épisode des cartes israéliennes. Aujourd'hui, on parle de cartes malaisiennes. Aujourd'hui, on parle d'experts internationaux qui seraient indépendants, qui sont venus auditer notre fichier. C'est parce que vous ne vous accordez sur rien, vous, hommes politiques. La constante de... Je vous provoque comme ça, et c'est fait exprès. Mais je vais y répondre avec autant d'aisance que si on voit la chronologie des événements que vous avez listés, vous vous êtes rendu compte que c'est toujours le fait des tenants du pouvoir. Et de ce point de vue-là... Non, pas seulement, même des opposants. L'action de pouvoir engager les deniers publics n'est pas du ressort de l'opposition. Il est du ressort exclusif de l'État et des représentants du président de la République, de ses ministres. Qu'est-ce qui empêche à l'opposition de dire faisons confiance à l'expertise nationale? L'opposition ne sait jamais, en tout cas moi personnellement, je parle pour moi, je me suis jamais positionné dans le sens de recourir à une expertise extérieure. À tout point de vue, dans tout mon discours, je vous renvoie même au dernier ouvrage que j'ai écrit, je ne me suis jamais positionné pour requérir de manière tout azimut à une expertise internationale. Ce que je retiens dans cette affaire-là, c'est que la réalité, Mamoudou, le but ultime, n'est-ce pas assurer une stabilité pour notre pays? N'est-ce pas avoir des élections transparentes et régulières? N'est-ce pas régler de manière rigide le processus électoral? Mais pour le prix qu'on a payé pour 52 milliards, si aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on revient encore pour faire l'audit de ce fichier, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des citoyens sénégalais qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, mais il y a des citoyens sénégalais qui n'ont pas encore la possibilité de les avoir. Le ministre de l'Intérieur a dit ce week-end dans l'Observateur que sur 6 200 000 cartes d'électeurs, d'abord qu'elles ont toutes été produites avec un taux de retrait de 92%. Vous trouvez encore normal qu'il y a encore des centaines de milliers de Sénégalais qui n'ont pas encore leur carte d'électeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur mais je n'ai pas 92% de taux de retrait? C'est quand même important. Mais je n'ai pas à être d'accord ou à ne pas être d'accord, puisque je n'ai aucun moyen pour le vérifier. Je peux lui accorder le principe de bonne foi là-dessus, mais ça ne m'empêche pas, Mamadou, que depuis que ce processus-là a été lancé, ce n'est pas hier qu'on a dépensé nos 52 milliards. Il y a eu tout un temps qui est là. On a eu à traverser des élections où les Sénégalais, des millions de Sénégalais se sont rendus compte de la fourberie de l'État du Sénégal. Qui avait, et comme le disait un éminent expert, la fraude en général, ce n'est pas le fait le jour du vote de venir changer la donne. Mais ce qu'il faut, c'est des faisceaux d'actes qui sont posés tout au long du processus, qui amalgamés donne une grande chance et une grande liberté au pouvoir de se réinstaller. Et c'est ça la dynamique. On ne peut pas... Vous voulez dire que le pouvoir a une longueur d'avance sur vous? Je dis que par rapport à la fraude... Que le jeu est déjà fait? Non, les carottes sont cuites pour vous? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, Mamoudou. Oui. Et vous êtes assez intelligent pour savoir décrypter ce que j'ai dit. J'ai dit que la fraude, aujourd'hui, dans le système électoral, dans le monde, ne se fait plus le jour du vote. Je dis que la fraude, c'est l'amalgame de plusieurs actes qui sont posés tout au long d'un processus et qui, mis ensemble, offrent une grande liberté au pouvoir en place. J'ai jamais dit là-dessus que les carottes sont cuites ou quoi que ce soit. On a vu des situations beaucoup plus carabinées qu'ici au Sénégal qu'on a renversées. Et vous pensez qu'une alternance est possible dans un an, alors que le président Macky Sall a dit qu'il veut passer dès le premier tour? Certains de ses partisans avancent même
60%. Mais vous pensez que si Macky Sall ne dit pas à premier tour qu'il va passer, il sait très bien que sa seule chance aujourd'hui, c'est de passer au premier tour, parce qu'il n'en a aucune au deuxième tour. Et si je me contente de regarder les résultats des législatives, même si je ne m'implique pas trop là-dedans, je dis que, compte tenu de la tendance et de ce qui a été fait, il n'a aucune chance pour passer au premier tour. Et de ce point de vue-là, logique pour logique, il est parti pour être perdant. Un deuxième tour, selon vous, est inéluctable? Ben oui, absolument. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du processus électoral pour terminer sur ce sujet? Vous savez, moi, ce que j'attends de ce processus électoral, c'est que l'ensemble du dispositif qui permette à un pays comme le Sénégal, une vieille démocratie comme la nôtre, de se stabiliser, d'avoir une compétition régulière et transparente, c'est d'abord faire en sorte, et avec les moyens qui ont été développés, que chaque Sénégalais qui le désire et qui est en âge d'aller voter puisse le faire. Deuxièmement, l'ensemble du processus électoral, que ce soit la CEDI, que ce soit le CNRA, que ces dispositifs de contrôle ou de régulation fassent leur boulot. Et qu'on dise et qu'on travaille ensemble pour corriger les imperfections et parfois même le parti pris évident que certains ont été capables d'avoir dans le processus électoral. Parce que le problème au Sénégal, c'est que les Sénégalais ne le sentent pas, mais la transhumance n'est pas seulement le fait des politiques. Il y a des non-politiques qui sont pires que les transhumants. Parce que quand quelqu'un est pris pour une capacité avérée et à qui on confie une mission pour la nation et qui se désolidarise de cette mission, et il y a des attitudes et des comportements qui prêtent à confusion. Soyez plus précis. Mais je parle du cas du CNRA. Sur le système électoral, durant les élections, nous avons pu observer le parti pris évident que certains médias ont eu vis-à-vis de l'opposition. On a eu ça au référendum. Et à quoi ça nous sert de donner de l'argent à des citoyens pour qu'ils assurent la régularité d'un système et qui participent à la cohésion du système politique et du système électoral et qui ne fassent pas leur boulot? C'est ça le problème au Sénégal. Nous sommes là en train de nous battre non seulement contre le pouvoir, mais contre les forces du pouvoir occultes à l'intérieur du système. Et c'est tout cela qu'il faut régler. Êtes-vous prêt à aller à la table de discussion en ce qui concerne le processus électoral? Si les préalables que j'avais édictés au départ sont respectés, je suis prêt. Moi, je suis toujours disponible pour être à la disposition de mon pays, à la disposition de tous ceux qui veulent qu'on travaille pour assurer la transparence du système électoral. Le procès de Khalifa Sall, nous en parlons avec Cheikh Bamba Dièye, leader du FSD/BJ, député à l'Assemblée nationale. Le verdict, c'est le 30 mars. Vous avez suivi tout le processus. Quelle est votre intime conviction? Mon intime conviction... Même si aujourd'hui, c'est celle du juge qui est importante et qui est attendue. Mais mon intime conviction, c'est que dans le fond, comme dans la forme, pour quelqu'un qui a suivi le procès, et qui a suivi tout le processus depuis l'avènement de l'IGE à la ville de Dakar, on comprend que ce procès-là est une honte pour la République, est une honte pour notre démocratie, est une honte pour l'état de droit. Parce que lorsque le législateur a consacré la séparation des pouvoirs, c'était pour que la compétition électorale et politique puisse être réservée à l'espace politique. Et qu'un président de la République ne puisse jamais se reposer sur les institutions de la République pour attenter aux libertés des citoyens et plus encore aux libertés de ceux-là qui peuvent le remplacer démocratiquement. Et c'est ça la toile de fond de ce procès. Il est question de la caisse d'avance, de sa gestion. On reproche à M. Khalifa Sall un détournement d'1,8 milliard, d'escroquerie, d'association de malfaiteurs, de blanchiment de capitaux, de faux et usage de faux. Vous savez, tous ces chefs d'inculpation ont été battus en brèche. Il n'y a pas eu de faux et d'usage de faux à ce niveau-là. Et ça a été magistralement démontré par les avocats et les conseillers de Khalifa Abubakar Sall et de ses co-prévenus. Il n'y a pas eu aussi d'escroquerie, d'entente délictueuse, parce que jamais les gens ne se sont assis ensemble pour comploter dans le but de détourner les deniers. Et même sur le blanchiment d'argent, il a été prouvé au tribunal que le procureur de la République est incompétent par la loi de s'occuper de blanchiment. La réalité, c'est que rien de ce qui s'est fait dans ce pays par rapport au blanchiment ne peut se faire sans la CENTIF. Et étant exclu de ce phénomène, on ne peut pas charger Khalifa Sall de blanchiment. Au-delà de tout cela, Mamadou, ce qu'il faudrait que les uns et les autres retiennent, c'est qu'il s'agit d'une tradition
qui s'étale aussi longtemps que l'on peut imaginer, bien avant nos indépendances, et qui a été mise en place et perpétuée au moment des indépendances. Je suis un spécialiste de la décentralisation. Et j'ai pu dire que ce procès a été extraordinaire en matière d'enseignement et de renseignement sur la nature de notre système et la nécessaire et quelques innovations qu'il faut nécessairement avoir. Donc vous êtes d'accord? Il va y avoir... Parce que le jugement du tribunal du peuple, au-delà du verdict qui sera rendu, pourrait consister à dire, mais nos hommes politiques, on met à leur disposition des fonds, caisses d'avance, fonds politiques, fonds secrets, et ils en usent et peut-être ils en abusent. Si vous me laissez terminer, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il y aura une jurisprudence Khalifa Sall. Parce que vous savez, les pays, les nations marchent en fonction de leurs contradictions. Lorsque nous avons eu ce problème-là qui fait qu'un président de la République, par peur, a voulu coûte que coûte attenter aux libertés d'un individu, cela au moins nous donne la possibilité, en tant qu'expert, de réfléchir sur la décentralisation. Ce qu'il doit y avoir aujourd'hui, c'est qu'il faut nécessairement que les législateurs se pensent sur les fonds politiques. Non seulement au niveau de l'État, mais au niveau des collectivités locales. Parce qu'en l'État, il n'est pas du tout contradictoire pour un conseil municipal décider, parce que ce n'est pas contradictoire avec le code des collectivités locales, d'installer une caisse d'avance de la nature de la caisse d'avance qui existe à la ville de Dakar. Et de ce point de vue-là, ça m'interpelle doublement. Il faudrait qu'en tant que législateur, que nous organisions les fonds politiques, que nous les codifions. Le président de la République devra garder la haute main sur l'utilisation et le phénomène discrétionnaire de cette utilisation. Mais il faudrait qu'on l'encadre pour que certains secteurs soient ciblés et que d'autres soient totalement abandonnés. Deuxièmement aussi, il faut aller plus loin en supprimant les fonds politiques au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Conseil économique et social et au niveau du HCCT. Parce que vous dites que vous allez supprimer ces institutions. Parce que ces institutions n'ont pas d'impact réel avec le vécu des citoyens. Mais, par contre, et c'est là où je voudrais arriver, il est important que l'on réfléchisse sur comment organiser les caisses d'avance et surtout sur ces questions-là, dépenses diverses, pour aider les collectivités locales en fonction de la configuration de la demande des citoyens pour leur permettre d'arriver à avoir cette aide directe. Est-ce que la caisse d'avance ou dépenses diverses telle qu'elle existe à la mairie de Dakar existe aussi dans les autres mairies? Vous avez été maire de Saint-Louis. Ces caisses d'avance existent. La caisse d'avance est une réalité. La spécificité de la caisse d'avance, de celle-là spécifique de Dakar, parce que la Dakar a au moins 7 ou 8 autres caisses d'avance. La spécificité, c'est que l'innovation qu'elle porte, c'est que cette caisse permet à un maire de pouvoir immédiatement venir en aide à des citoyens qui sont dans le besoin. J'ai été maire. Lorsque quelqu'un vient vous solliciter, si vous voulez aller dans vos rubriques d'aide, etc., pour l'aider, ça va vous prendre presque un mois. Et parfois même beaucoup plus. Donc, de ce point de vue-là, si nous sommes dans un pays comme le Sénégal et que nous faisons face à des pathologies comme celles qui existent aujourd'hui, la configuration des maladies ayant changé, les lois aussi doivent évoluer. Il faut interroger toutes les caisses d'avance ou dépenses diverses qui existent dans nos mairies. Oh, je pense qu'il n'y a qu'une seule qui pose problème du point de vue du Sénégal et du gouvernement du Sénégal qui n'avait rien à faire dans ce procès. C'est celle de Dakar. Alors, cher Bamba Dièye, au cours de ce procès, le procureur a eu à prendre la parole. Vous avez écrit une lettre ouverte intitulée L'inquisiteur intéressé au service du Maquiland. Le procureur a réagi parce qu'il s'est senti morveux. Vous parliez de lui? Oh, je parlais de lui, bien évidemment. Vous savez, moi, je suis législateur. Les lois qui fondent son pouvoir, avant d'être des lois, étaient d'abord des projets ou des propositions. C'est nous, législateurs, qui regardons vis-à-vis de la Constitution, vis-à-vis de nos us et coutumes, de nos valeurs, de nos croyances, si les lois qui nous sont proposées sont véritablement importantes et nécessaires pour notre pays. Et en tant que législateur, et ensuite en tant que citoyen, je me dois et j'ai l'obligation de voir comment les lois que je vote sont appliquées aussi bien vis-à-vis de l'exécutif qu'à tout autre niveau. Et lorsque j'ai suivi le procès, depuis le début, un procureur qui travaille pour la nation, qui représente la République, les citoyens, qui doit nous protéger, s'il est capable
de méconnaître, je ne dis pas, je ne peux pas lui faire cette injure de la méconnaissance des lois, mais s'il est capable de s'asseoir sur les règles de droit que nous nous sommes librement données, s'il est capable de nier le code électoral, s'il est capable aujourd'hui de voir dans tout le processus, de voir au niveau de l'instruction qu'on a instruit à charge uniquement, lorsque l'individu, le citoyen ordinaire, ne peut pas faire valoir son droit à la défense, lorsqu'il ne peut pas faire valoir son droit à être assisté au moment de l'enquête judiciaire, lorsqu'il ne peut pas, parce qu'il a été élu par les citoyens, recourir à quelque chose que la loi lui offre comme une immunité parlementaire, je me pose des questions. Et je trouve dommage que tout un processus judiciaire soit complètement déstructuré et aujourd'hui on soit uniquement qu'on aille se reposer sur la décision du juge. Alors que si on avait respecté la loi, si on avait donné véritablement la bonne lecture qu'ici, le Khalifa Sall et ses co-prévenus ne devraient même pas être attraits à la barre. Justement, à l'arrivée, est-ce que vous avez le sentiment qu'ont d'autres et qui ont eu déjà à l'exprimer à l'aube de cette procédure, Khalifa Sall sera condamné? Non, je ne le pense pas. Parce que si on le condamnait, pour moi, ce serait un péril très grave pour notre pays. Parce que, je vous donne un exemple terre à terre. Imaginons que vous avez votre voisin. Est-il acceptable en tant que simple citoyen que votre voisin se lève un jour, qu'il vous accable de tous les maux de la terre, qu'il vous fasse enfermer, qu'il vous prive de vos responsabilités familiales et qu'il vous déshonore? Ce n'est pas acceptable. Si on le permet aujourd'hui au président de la République, l'homme le plus puissant de ce pays, si lui on lui donne la possibilité d'attenter aux libertés, de déshonorer les citoyens, de les accuser injustement et d'arriver à ses fins, c'est la fin de la République, c'est la fin de l'état de droit. Mais est-ce qu'on a entendu le président accuser publiquement Khalifa Sall aussi? Mais écoutez, il y a des faisceaux de faits. Il y a eu un rapport de l'IGE transmis au procureur, il y a eu une phase d'instruction et puis un procès. L'IGE est un organe administratif sous la responsabilité du président de la République. Vous savez, lorsque le législateur, et c'est ça un problème aujourd'hui, parce que moi j'ai l'impression que Macky Sall, qui a fait voter la loi 2013-10 du 28 décembre 2013, est le premier ignorant du code des collectivités locales. Parce que lorsque, dans son exposé des motifs, il consacre l'irréversibilité des lois de la décentralisation, donc il reconnaît implicitement que c'est la fin définitive de la tutelle et que par conséquent, sous le principe de subsidiarité, tout ce que l'échelon local peut faire, il est quasiment interdit absolument à l'exécutif de s'immiscer là-dedans. L'Assemblée nationale est là le pendant en termes de distribution des ressources pour l'exécutif. Le conseil municipal est là, s'occupe de ce qui se passe au niveau des collectivités locales. Bon Dieu de bon sang. Pourquoi lui qui a énormément de problèmes, de corruption, de déficit de démocratie, de grands pilleurs de la République qui sont au niveau de ses services, lui-même qui dit qu'il les a mis le coude dessus, pourquoi il peut pas utiliser l'inspection générale d'État au service de la transparence dans la sphère de l'exécutif? Alors, il a été interpellé par l'UMS il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il est retenu la mise en place d'une commission de concertation pour réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Je rappelle que l'UMS demande que le chef de l'État ne préside plus le CSM, mais également le départ du ministre de la Justice du CSM. Vous savez, vous réagissez comment? Mais c'est tout à fait normal parce que ce sont les praticiens qui eux-mêmes connaissent les entraves, les difficultés, la contrainte. Parce qu'aujourd'hui, si ce problème-là, si Macky Sall n'avait pas, via son ministre de la Justice, instruit le procureur, on ne serait pas dans cette situation-là. Parce que c'est ça la réalité. Il faudrait que, lorsque la législateur a pensé que pour qu'un pays soit stable, il faut que l'exécutif soit à part et que le législatif soit à part et que le système judiciaire retrouve ses libertés, ce n'est pas fortuit. Et il ne faudrait pas qu'on vienne changer ou faire muter notre système. Vous êtes pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature? Avec beaucoup plus d'enjeux. Que le chef de l'État ne préside plus cette institution. Alors, il nous reste 2 minutes. On n'aura pas malheureusement le temps d'évoquer toutes les autres questions qui restent, même si elles sont importantes. Mais il y a cette question des accords signés entre le Sénégal et la Mauritanie, une lettre ouverte d'Idrissa Seck au président Macky Sall qui lui a rappelé la procédure qui est prévue par la Constitution, que l'Assemblée sera saisie puisque vous êtes député. Mais question de Baldé Mamoudou, êtes-vous d'accord pour la publication des accords gaziers ou pétroliers signés entre les présidents Aziz et Sall? Demba Sissao, comment, compte tenu du problème que soulève la question du pétrole, ne faudrait-il pas que nos hommes politiques de tous bords fassent preuve de consensus autour de la question?
Le consensus, c'est ce qui est souhaitable. Mais faudrait-il que le président de la République le veuille? Parce qu'en réalité, ce pétrole appartient aux Sénégalais. Si nous agissons pour le compte des Sénégalais, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble des accords soient mis sur la table, regardés sereinement. Parce que si on connaît tous la même quintessence, si on a tous le même niveau d'information, je pense qu'ensemble on est capable de travailler. Est-ce qu'il y avait de quoi fouetter un chat? Si, il y a toujours. Suite à l'interpellation d'Idrissa Seck, la réponse du président de la République. Je ne veux pas me pencher outre mesure sur les bisbilles entre deux acteurs politiques. Mais ce que je veux dire sur la question, moi, j'interroge l'histoire. Vous savez, dans les préambules de la Constitution, on parlait d'inaltérabilité du territoire national, donc par conséquent des ressources de ce que nous possédons. Je m'interroge souvent. Nos présidents de la République ont eu cette fâcheuse habitude. Chaque fois qu'ils sont interpellés dans les relations de voisinage, c'est toujours le Sénégal qui lâche quelque chose. Ça a été le cas en Guinée-Bissau. Ça a été le cas en Gambie, c'est encore le cas aujourd'hui. À son honneur, non? Non, non. Parce que vous savez, sur le territoire national, quelle que soit la valeur et la capacité du président de la République, il ne peut, et je pense bien qu'il ne doit pas, intenter quoi que ce soit là-dessus pour la bonne et simple raison que ça ne nous appartient pas à nous seuls. Il y a des milliers, voire des millions de Sénégalais qui vont venir et qui peut-être n'auront pas la même lecture que nous avons aujourd'hui. Étant entendu que les États n'ont que des intérêts, j'espère que lorsque cet accord sera sur la table, on pourra en discuter. L'Assemblée nationale sera saisie. Mais je l'espère bien. Et en ce moment-là aussi, je pense que on ne regardera pas les questions de partis politiques, mais qu'on regardera simplement l'intérêt de la nation et la survivance du bien national qui ne doit pas être altéré. Alors, il y a un auditeur et c'est en 10 secondes qui vous a posé une question. Je vais retrouver son nom quelque part. C'est Omar Adama Diouf qui interpelle le député que vous êtes. Est-ce que vous allez voter la loi contre l'homophobie et l'avortement médicalisé? L'avortement médicalisé, lorsque les conditions sont réunies et que ça mette en danger la santé de la mère, je suis d'accord. Sur l'homophobie, je voudrais vraiment avoir la possibilité de dire beaucoup plus là-dessus. Oui, mais c'est parce que c'est fini. Moi, j'aimerais une réponse oui ou non. Non, je suis d'accord, je suis opposé à cela. Vous allez voter contre. Et je voudrais aussi, à ce niveau-là, interpeller le gouvernement du Sénégal sur un consultant du PNUD qui a été recruté sur ces questions-là. Et je me demande si véritablement la lecture que nous avons avec le président de la République, la même lecture de la Constitution sur les droits nouveaux. Un consultant sur l'homosexualité. Bien évidemment, elle est LGBTI. Engagé par le gouvernement. Par le PNUD. Oui. Et qui doit travailler dans une commission multisectorielle. Très bien. On verra la suite, c'est fini. Malheureusement, on avait d'autres sujets, mais il faudrait peut-être que je me discipline. J'avais peut-être mis trop de thèmes pour cette émission juste de 50 minutes. J'ai d'ailleurs débordé. Toutes mes excuses. Digital Manager Maguette Koulibaly à la technique ici. Abdoulaye Diop, dans un instant, c'est Barthélémy Ngom et non Diaz qui va vous présenter le journal de 12h. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.